Regardez ces images, c'est la localité de Solidovo, une des localités emblématiques de ces progressions mineures en termes strictement territoriaux. Ce sont souvent des petites villes, voire même des villages, mais il se passe là quelque chose comme un basculement. Didier François, vous êtes sur ce plateau. Les chiffres sont parlants. En réalité, la Russie couvre toujours une petite partie relativement de l'Ukraine. Elle n'a pas vraiment beaucoup progressé, de moins de 18%, mais il y a un rapport de force morale qui est en train de se passer au détriment des Ukrainiens. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens ont du mal aujourd'hui à tenir cette ligne de front face à une stratégie russe qui est une stratégie d'écrasement de leur point de résistance, et particulièrement l'utilisation de ces fameuses bombes planantes que les Russes utilisent de manière massive avec des avions et malheureusement qui détruisent l'ensemble des bunkers sur le front, causant des pertes importantes aux Ukrainiens. Et pour éviter ces pertes, les Ukrainiens ont décidé d'arrêter une défense ferme le long de la ligne de front sans reculer, et sont plutôt dans une espèce de défense élastique où plutôt que de perdre des hommes, ils préfèrent perdre du terrain. La notion de rupture, le risque de la rupture, j'aimerais vous entendre là-dessus. The Economist, qui est un journal évidemment très respectable, dit la Russie perd beaucoup d'hommes aussi, et on va y revenir, il y a une boucherie russe terrifiante, mais le point de rupture, le moment où un pays cède plutôt que l'autre, risque de menacer plutôt l'Ukraine. Pourquoi ? Oui, parce que là, l'avantage est clairement aux Russes actuellement. Ils ont conquis 500 km² de terrain, je crois, c'est le plus grand gain depuis l'offensive de mars 2022. Mais il n'y a pas rupture, il faut quand même le dire. Si vous regardez la carte du nord au sud, vous avez quand même, je veux dire, une assez grande stabilité. C'est de la micro-tactique. Alors, il y a quand même quelques dizaines de kilomètres, c'est clair, mais ça n'est pas significatif. Et surtout, il faut jamais oublier que pour qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait relance derrière, il faut exploitation, il faut des troupes pour pouvoir percer et des troupes après pour pouvoir relancer. Okay. Et l'histoire montre que le match n'est jamais terminé. Moi, je suis bourguignon et je peux vous dire que Charles le Téméraire, c'était le plus puissant seigneur de l'Occident jusqu'au moment où il s'est fait mettre aux pattes à la bataille de Morat, que vous devez bien connaître, et puis après sous les murs de Nancy. Voilà. Guillaume Roquette. Mais oui, c'est remontons depuis Charles le Téméraire. Les références historiques sont impressionnantes, souvent avec le général Richoux. Ce qui est, à mon avis, peut-être le plus gênant, le plus dangereux, le plus préoccupant pour les Ukrainiens, c'est la dimension symbolique de ces avancées. On sait qu'il y a des dizaines de milliers, peut-être 100 000 déserteurs actuellement en Ukraine, d'hommes qui ne veulent plus aller se battre. Quand ils voient d'un côté le caractère tellement meurtrier, tellement grave en vie humaine de ce conflit, et en même temps les Russes qui avancent, le danger, c'est qu'ils se disent, mais à quoi bon ? C'est ça, à mon avis, le principal impact de ces avancées qui reste limité en termes géographiques. C'est ce point de rupture dont parle l'économiste. C'est effectivement pas, il se quantifie pas simplement au nombre d'hommes. C'est ce qu'on voit dans cette réalité de la société ukrainienne. C'est dans la tonalité en fait qui nous arrive désormais, pas seulement d'ailleurs dans la société ukrainienne ou dans la presse anglo-saxonne ou dans la presse française, qui est de plus en plus de tenter d'écrire l'histoire en faveur de négociations ou d'une fin annoncée de la résistance ukrainienne, en tout cas de la résistance militaire. Et c'est aussi par ces discours-là que nous hâtons l'arrivée, ou nous contribuons à l'arrivée de ce moment. Et l'équation, elle n'a pas changé en réalité depuis le moment où la guerre a commencé. Et le seul, pour l'instant, le maillon le plus faible, c'est nous. Ce sont nous, les Occidentaux, qui avons pris des engagements et qui ne les tenons pas. Et dans les Occidentaux, je compte tout autant le gouvernement américain que certains gouvernements européens. Des engagements que peut-être nous ne savions pas, que nous ne pourrions pas tenir. Mais du côté américain, il y a certainement le jeu de la montre. Ils attendent largement de voir si l'Ukraine pourra tenir et non pas l'emporter. Et faute de faire le pari d'une victoire claire de l'Ukraine, au moins sur une bataille décisive en Ukraine pour repousser les Russes, alors on ne sera pas en capacité de donner à l'Ukraine les capacités de lutter encore durablement.
Pendant ce temps, on se bat. Regardez cette séquence, elle est extrêmement éloquente. Ce sont des combats dans la ville de Vovchansk, qui est en grande partie détruite. Oui. C'est filmé par le corps des volontaires russes. Il faut en dire un mot, peut-être, ce corps des volontaires russes. Donc ce sont des Russes, mais qui combattent avec les Ukrainiens. Oui, ce sont des Russes qui combattent avec les Ukrainiens. Ils ont beaucoup fait parler d'eux en 2023, surtout parce qu'ils ont fait pas mal d'incursions à l'intérieur de la Russie pour dire nous sommes là, nous avons libéré la Russie. Mais ce sont des Russes qui se battent pas forcément pour l'Ukraine, qui se battent pour ce qu'ils estiment être la liberté de la Russie. Ce qu'il faut savoir à Vovchansk aujourd'hui, c'est que la ville n'est toujours pas prise par les Russes, mais elle est complètement détruite. Les personnes qui témoignent de là-bas disent que c'est encore pire que Bakhmout, que vraiment, voilà. Donc non, la ville n'est pas tombée aux mains des Russes, mais il ne reste presque plus rien. Eh ben, regardez, illustration très exacte de ce que vous dites. La séquence est vraiment impressionnante parce que c'est des ruines, mais on se bat encore dans les ruines. Efficace. Général Richoux, explication, la technique d'abord. Bon, techniquement, vous avez un lance-roquette anti-char, là, qui visiblement, c'est un combat en localité qui est tiré contre les murs, contre des bunkers, contre une position vraisemblablement fortifiée de l'adversaire. Donc ça va entre 300 et 500 mètres. C'est vraiment fait pour le combat rapproché. Parce que là, ce à quoi on assiste, c'est vraiment le combat rapproché. C'est du combat de rue, pas du corps à corps, hein, mais c'est du combat de rue, vraiment, rue par rue, et puis maison par maison. Parce que là, on est à quelle distance? Là, vous êtes entre 0 et puis, je dirais, 200 mètres, pas plus dans une... De toute manière, ce type d'engin en combat en localité, c'est 70 mètres la portée utile sur un blindé. Donc on voit l'ennemi. Donc il se voit... on voit l'ennemi, on le voit pas, on sait où il a tiré. Donc là, par exemple, il tire dans la pièce qu'ils ont pu observer ou à l'endroit qu'ils ont pu observer. Parce qu'il y a une charge creuse, c'est fait normalement pour détruire un char, mais ça peut faire de gros dégâts sur des bunkers ou sur des positions un peu fortifiées. Paradoxalement, ces images, elles sont presque rassurantes pour les Ukrainiens, parce que ça veut dire que il y a pas de percée russe. On n'est pas dans des mouvements de chars avec des unités blindées qui avancent de dizaines de kilomètres dans la profondeur. C'est terrible parce qu'on imagine à quel point ça doit être meurtrier en vie humaine, mais ça reste quand même on voit qu'ils tiennent en face, quoi. Regardez ces images des destructions de Vovchansk, c'est le avant-après. Et en comparant les deux images, on comprend ce qui s'est passé dans cette ville. Voilà, c'était cette ville moyenne de Vovchansk où on voit l'église, les barres d'immeubles assez typiquement post-soviétiques, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Oui, et il y a des dizaines et des dizaines de villes ukrainiennes qui sont comme ça. Pour vraiment reprendre un peu ce que disait Guillaume, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des noms de villes que nous répétons sur ce plateau depuis plus d'un an. Vovchansk, Chassiv Yar, Kupiansk. Donc ce sont des villes qui sont attaquées en permanence par les Russes et qui tiennent toujours. Qui tiennent à un préhumain absolument terrible, mais qui tiennent. Et on se demande à quel moment est-ce que Zelensky va, à un moment donné, se dire peut-être qu'il faudra lâcher certaines villes. Mais psychologiquement, pour les Ukrainiens, c'est très important de ne pas voir ce drapeau russe hissé sur des villes qui sont vraiment devenues des symboles aujourd'hui. Vous êtes avec nous, Cyril Amourski, en direct. Merci beaucoup d'être là. Vous vous êtes beaucoup rendu. D'abord, vous êtes grandi en Ukraine et en Russie en Ukraine. Vous connaissez si bien ces régions. Est-ce qu'effectivement, il y a ce flottement dans une partie des combattants ukrainiens? Moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est de rappeler ce qu'a dit Didier François hier sur votre plateau, ce qu'il a dit à nouveau là il y a quelques minutes, que vraiment la grande différence sur ces 2 dernières années, c'est surtout les bombes planantes qui sont utilisées de façon massive par la Russie. Aucun bunker, aucune construction, aucun bâtiment ne résiste à cela. Et les Ukrainiens n'ont pas les moyens aujourd'hui de détruire ces bombes parce qu'on le sait qu'elles sont larguées à une distance assez courte. Et à cause de cela, les Ukrainiens ont beaucoup de problèmes. Ce que je veux dire très clairement, c'est que j'entends sur les plateaux différents depuis plusieurs semaines un discours selon lequel les Ukrainiens seraient condamnés à perdre cette guerre, qu'on a beaucoup trop cru et naïvement cru en la victoire de l'Ukraine et que finalement cela n'était pas possible. Ce n'est pas vrai. L'Ukraine n'est pas condamnée à perdre la guerre et c'est nous, les Occidentaux, qui pouvons véritablement lui fournir les moyens de remporter cette guerre. Et l'Ukraine n'est pas condamnée à la perdre. L'Ukraine
a toujours la possibilité de recevoir ces équipements aujourd'hui, demain, après-demain, mais il ne faut pas tarder parce que sinon on va se retrouver dans des situations comme à Vovchansk, comme autour de Pokrovsk, comme par exemple dans d'autres villes qu'on a vues en Ukraine au cours de ces 2 années et demie. Et ça, évidemment, quand les Ukrainiens le voient, quand ils voient le manque de soutien occidental, quand ils voient que les Russes continuent à avancer parce que tout simplement ils n'ont pas les armements pour pouvoir se défendre. C'est pas une volonté des Ukrainiens de vouloir abandonner le champ ou quoi que ce soit. Est-ce qu'un sursaut est possible, Cyril Amourski, qu'on vous entende ici sur ce plateau, effectivement que les Occidentaux soient plus courageux et que les Ukrainiens acceptent de forcer les plus jeunes à aller au combat? Il faut rappeler cette situation incroyable qu'ils ont dépénalisé la désertion, donc ils sont pas pourchassés comme ils l'étaient normalement dans tout état de guerre. Est-ce que là il y a un effort des deux, parce que sinon c'est du défaitisme effectivement? Mais de toute manière, je veux dire, à la fin, tu sais ce que disait Napoléon, hein, c'est à la fin, en amour comme à la guerre, à la fin il faut se voir de près. De toute manière, à la fin ça se termine au sol. Donc si vous n'avez pas de troupes, vous n'allez pas au sol. Voilà, vous êtes obligé de reculer. La guerre, elle se termine pas avec des duels d'artillerie, elle se termine pas donc avec de l'aviation. Il faut des combattants. Il faut des combattants au sol, parce qu'à un moment vous gagnez au sol et vous progressez au sol. On y reviendra plus tard dans la donc si vous n'avez pas les combattants, vous êtes condamné à perdre. Russes et ukrainiens. Des deux côtés. Le problème des Ukrainiens, quand vous allez en Ukraine, quand vous leur parlez, ils disent écoutez, moi je veux bien me battre, je ne vais pas me battre les mains nues. Donc l'Occident nous met de la pression pour aller se battre, mais nous lie les mains. Et là, mais la Russie aussi a des problèmes d'armes. On sait que l'économie russe se porte mal. Mais la Russie a des alliés qui n'ont absolument aucun état d'armes pour leur permettre d'aller frapper où ils veulent. Et juste une dernière chose, pour reprendre ce qu'a dit Cyril Amourski sur une éventuelle défaite de l'Ukraine, ce ne sera pas une défaite de l'Ukraine, ce sera une défaite de l'Occident face à la Russie, face à la Corée du Nord. Et c'est dans la perception du monde. Puisque l'Occident soutient l'Ukraine, c'est l'Ukraine perd, et bien c'est l'Occident qui perd. J'aimerais vous entendre sur cette notion de défaitisme. Comment est-ce qu'elle fait son chemin dans certains esprits occidentaux et parfois ukrainiens? Cette carte, elle est extrêmement importante à regarder. C'est l'Ukraine, des grandes villes, Kiev, Lviv, Kharkiv, Odessa. On comprend bien que ces grandes villes-là, jamais elles ne peuvent tomber entre les mains de la Russie sans qu'il y ait un vrai sursaut occidental. En revanche, disons les choses, dans un certain nombre de chancelleries, ils considèrent que Luhansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson, la Crimée, ils l'ont déjà abandonné depuis 2014. Donc c'est pas une très grande nouveauté. Un problème, enfin, une question près quand même, c'est que pourquoi Kharkiv, Zaporijjia et Odessa sont des villes importantes? C'est parce que l'Ukraine en blanc que vous voyez là est une Ukraine souveraine qui peut vivre économiquement et politiquement. Ce qui veut dire que non seulement Odessa doit rester ville ukrainienne ouverte, mais que l'ensemble de la zone, ce qu'on appelle le cadran nord-ouest de la mer Noire, ce que vous voyez donc à l'ouest de la Crimée en orange, doit aussi être sous contrôle ukrainien, avec incapacité des Russes de reprendre le contrôle dessus. Les Ukrainiens ont repris par le feu et par des opérations assez fines de leurs forces spéciales et des frappes dans la profondeur, le contrôle qui leur permet l'exportation de leur économie et donc une viabilité. Donc bien sûr que la question de la Crimée est une question importante qui n'est pas réglée à ce stade dans toutes les discussions, ni avec les Ukrainiens, ni avec les Russes, mais la question de la souveraineté ukrainienne sur le blanc, mais aussi sur le quart nord-ouest de la mer Noire est essentielle avant de pouvoir discuter de quoi que ce soit en termes de négociation. La précision que vous donnez ici est importante, c'est-à-dire que dans cette carte-là, même les plus défaitistes devraient être conscients que ça posera des problèmes. Oui, en effet, mais vous savez, cette petite musique, qui n'est plus si petite d'ailleurs et qu'on entend maintenant, pour nombre de ces défaitistes, comme vous les appelez, c'est simplement le retour à la maison. Je pourrais dire même le retour à l'étable. La position française traditionnelle, c'est qu'il faut se défier de tout ennui nous venant des anciens pays soviétiques pour privilégier nos rapports stratégiques avec Moscou. Et si, sous la force de l'allant et peut-être du soutien de population et de soutien aussi de leaders d'opinion, on a pu voir se transformer la position française traditionnelle, nombre de chancelleries et de diplomates n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir la reprendre et faire la démonstration qu'ils avaient raison depuis le début et qu'on aurait dû d'emblée encore faire un deal avec Vladimir Poutine. Le problème étant qu'aujourd'hui, après la résistance que nous avons opposée à cette guerre, croire qu'on pourra revenir à un statu quo ante et qu'il ne nous en sera pas tenu rigueur côté russe, ce serait véritablement se tromper sur la dynamique politique en Russie.
Oui, il faut aussi se méfier, je dirais, de l'immédiateté. Oui. Voilà, c'est ça. Le vrai problème, c'est que même dans les médias, vous savez, ils reculent, ils sont en train de perdre. Ils avancent, ils sont en train de gagner. La guerre, c'est pas ça. La guerre, c'est la manœuvre. La défense élastique, ça existe. C'est une vraie manœuvre. Ça sauve des vies. On échange du terrain contre du temps en attendant des circonstances un peu plus favorables pour pouvoir rebondir et pour pouvoir contre-attaquer. Donc il faut l'immédiateté, la volonté de tout comprendre au jour le jour. Hein. Vous savez, hein, quand on dit ceux qui s'occupent des petites choses sont d'ordinaire incapables de s'occuper des grandes. Et lorsque vous regardez le nez sur le terrain au quotidien, vous pouvez pas voir l'ensemble de la manœuvre. C'est absolument impossible. Et la manœuvre, c'est du long terme. Le temps militaire n'a rien à voir avec le temps médiatique. Il faut bien s'en rendre compte. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut absolument se méfier des prolongements. Ils ont perdu 20 km, donc ils sont en train de perdre la guerre. On n'en est pas là du tout. Je rappelle qu'en août 14, on est parti du nord de la Belgique, on les a arrêtés sur la Marne. Donc cette guerre, elle n'est pas perdue, mais il faut maintenant qu'on s'y mette sérieusement, les Occidentaux. Maintenant, il faut arrêter de tergiverser. Et puis, alors, je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas d'effondrement à ce stade, et il y a quand même quelques problèmes réels. Que d'ailleurs connaissent les états-majors occidentaux et connaît l'état-major ukrainien. La perte du village de Selidovier récemment est un problème parce que ça risque d'ouvrir non pas la route sur le nord, Pokrovsk et Kramatorsk, etc., mais la route vers l'ouest et vers Zaporijjia qui à ce stade n'est pas défendu de manière... Enfin, il n'y a pas de ligne de défense arrière. Et c'est ça qui inquiète dans la situation tactique aujourd'hui sur l'avancée russe dans ce secteur-là. Il y a quand même et il y a une deuxième question qui est comment on résout à long terme cette équation du rapport au feu et à la mobilisation. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas encore de réponse parce qu'il n'y a pas de mobilisation occidentale.